sous-titre de cette exposition résolument moderne indique deux choses. La première, c'est qu'après Degas, après Manet, artiste qu'il vénère, il a révolutionné les formes de son langage, la peinture. Dès la fin des années 1880, il n'a pas 30 ans. Et puis, cette peinture traduit et contribue même à une révolution des mœurs. On va en parler. C'est un homme qui est un homme de plaisir, un jouisseur. C'est pas un frôleur, c'est un jouisseur. Il a partagé, au fond, la vie qu'il a traduite en peinture. Et puis, le troisième élément, c'est qu'il est en moderne, justement, un capteur. Il capte ce qui fait l'air du temps. Il n'est jamais dans le militantisme, jamais dans la diabolisation, mais il sent bien que la vitesse, par exemple, s'est accélérée. Sa peinture met en mouvement le monde qu'elle représente. Il s'intéresse, il fait même d'ailleurs la promotion des nouvelles célébrités de la scène. Et puis, autour de 1900, il s'associe à une chaîne de vélo, la chaîne Simpson. Il peint, ou plutôt dessine, des automobiles. Faire vrai et non pas idéal, c'est précisément faire déjà le choix du naturalisme. Il va vers les artistes qui représentent cette veine. Bonnat, Cormon, il apprend beaucoup de choses chez eux. À dessiner, à peindre de manière vigoureuse. L'idéal qu'il refuse, c'est par exemple l'idéal qu'incarne la peinture de Puvis-de-Chavannes. Et très tôt, l'exposition le rappelle, il parodie sévèrement, cruellement la peinture de Puvis-de-Chavannes dans une sorte de grande enseigne, qui est un manifeste, où on le voit uriner comme s'il urinait sur ces derniers néoclassiques. Lautrec, qui se veut un peintre naturaliste, va faire évoluer aussi le langage du naturalisme vers un langage plus incisif, plus dynamique, plus concis, plus économe de forme. Ce qui ne veut pas dire qu'il se détache du réel, simplement il le représente autrement. D'abord autour de lui, tout bouge. La photographie, bientôt le cinéma, la peinture moderne, il a un œil sur tout, les néo-impressionnistes, les pointillistes, les symbolistes. D'ailleurs, de temps en temps, il expose même avec des artistes qui font une peinture tout à fait contraire à la sienne. Il aime la différence. Il aime se frotter également à la différence et il invente un style d'ailleurs très marqué par le japonisme, très marqué par l'économie du trait japonais, qui semble plus mordant, voire même plus agressif. On peut parler d'extravagance à propos de Lautrec. Il faudrait d'abord rappeler que cette extravagance est presque un héritage familial. Le père est un peu excentrique. Il quitte très vite le foyer, c'est un aristocrate qui vit de ses terres, un chasseur, mais son comportement est bizarre. En cela, Lautrec est vraiment le fils de son père. Son excentricité va rejoindre le monde des plaisirs. Le monde des plaisirs, précisément, repose sur le déplacement des limites. L'art de Lautrec, c'est la fusion d'une personnalité extravagante, d'une personnalité des plaisirs, d'une personnalité qui aime bien boire, manger, faire l'amour, et ce monde du spectacle est en pleine révolution. Il faut imaginer que la population parisienne et île-francienne se densifie, que le nombre de spectacles, le nombre de scènes de spectacles se multiplie à la fin du XIXe siècle. Donc il y a une rencontre historique presque. Il a compris qu'il pouvait exalter ce qu'il aime, c'est-à-dire l'excès sur scène, l'excès de parole, l'excès d'érotisme. D'une certaine manière, la nécessité de promouvoir les nouvelles vedettes de la scène lui a permis de se lier, parfois très étroitement d'ailleurs, avec ses personnalités. La Goulue, reine du Cancan, le tutoie dans sa correspondance. Yvette Guilbert, finalement, si elle a rejeté ses projets d'affiches parce que un tout petit peu hors limite, elle adore l'album qu'il publie sur elle. Jeanne Avril est restée une amie. Bruant lui permet non seulement de publier ses premiers dessins, mais d'exposer dans son cabaret, boulevard Rochechouart, au pied de Montmartre, ses premiers tableaux. Donc il y a une complicité, j'ai envie de dire, qui repose sur des intérêts bien partagés, mais qui très vite va au-delà, très vite se transforme en véritable amitié. Évidemment, toutes les hypothèses sont possibles à propos de ces fameux séjours qu'il aurait fait dans les maisons closes. Les historiens débattent encore des raisons qui ont poussé Lautrec à séjourner dans les maisons closes. On ne sait pas grand-chose, on ne sait pas combien de temps ont duré ces séjours. Effectivement, ceux qui l'ont bien connu en parlent. Peut-être restait-il plus d'un jour, plus de 2 jours. Ce qui est sûr, c'est qu'il noue des relations de grande familiarité, de grande tendresse avec les filles, dont il inscrit les noms sur les études préparatoires de ces tableaux liés aux maisons closes. Ce qui est un signe intéressant. Nommer un être, c'est le faire exister. Et la façon dont il les représente
et pleine de respect, pleine de tendresse. C'est au fond aussi un homme qui a vécu toujours dans un milieu très féminin. Il voit mourir l'un de ses frères, il est le fils unique, il est très proche de la comtesse Adèle, sa mère, qui s'est occupée de lui, notamment après les fameux accidents qui l'empêchent d'avoir une scolarité normale. Et puis, il va retrouver la vie de famille, comme le dit Thaddée Nathanson, dans les maisons closes. Quand on regarde bien l'iconographie de ces tableaux de prostitution, on s'aperçoit qu'ils représentent souvent les femmes entre elles, il y a très peu de clients, quasiment pas de suggestion même de la sexualité tarifée. Non, ce qui l'intéresse, c'est une société féminine qui se constitue paradoxalement à l'abri des maisons closes. La maison close devient presque l'allégorie d'une vie qui est sans doute la sienne, c'est-à-dire à la fois proche de la célébrité dans la vie normale, et puis au fond ce que ces infirmités, ces accidents lui ont interdit de vivre, eh bien une vie de famille. Il n'épousera jamais aucune femme, il n'aura pas d'enfant. La fameuse idylle avec Suzanne Valadon, ça dure 2 ans. Donc, il a été finalement dans l'obligation de chercher ailleurs ce que la vie normale lui refusait. On pourrait parler de contradiction à propos de Lautrec, qui a un pied dans la bohème et un pied dans l'aristocratie, et qui représente des hommes en frac, en costume noir, avec des cannes, des chapeaux, des cigares, tous les signes de la virilité propre à l'époque. On pense à la peinture de Caillebotte, on pense à la peinture de Degas, de Manet, de ces hommes en noir, qui étaient des boulevardiers, des flâneurs, des badauds. Il les a effectivement exaltés. C'est son monde. D'ailleurs, Lautrec ne peint pas en chroniqueur de la Belle Époque, il peint son monde. Son monde, c'est le monde des plaisirs, c'est aussi ce qu'on appelle aujourd'hui une homosociabilité, c'est-à-dire une société essentiellement composé d'hommes. Mais il va chercher les femmes ailleurs, au cabaret, dans les maisons closes, au théâtre, dans les milieux littéraires. Et quand on les regarde bien, ces tableaux, que voit-on? Des hommes qui s'apprêtent à sortir ou qui viennent d'entrer dans l'espace de la peinture, qui se regantent ou qui s'apprêtent aussi à se déganter, un monde toujours en mouvement, qui est celui de ces viveurs, de ces jouisseurs de Paris, dont il a été au fond le grand poète. Thaddée Nathanson a été l'homme de la Revue Blanche, la plus grande revue littéraire et artistique des années 1890 face au Mercure de France. Thaddée Nathanson écrit dans son livre qui est le plus beau, à mon avis, jamais écrit sur Lautrec, Tout l'enchante. Et cette formule m'a semblé propre à redéployer l'œuvre au-delà de Montmartre et des maisons closes, à montrer par exemple les portraits dont nous parlions, à montrer son goût des physionomies, son goût des situations humaines les plus diverses. Tout l'enchante, tout peut entrer dans la peinture dans la mesure où j'en ai fait ma chose. La peinture est le produit d'un dialogue. Il fait des choix en fonction de sa personnalité, en fonction aussi des attentes. C'est un homme qui n'a jamais oublié qu'il faisait carrière, et très tôt, il a reçu les signes du monde de l'art que ça marchait et que ça pouvait marcher encore mieux. Il a malgré tout maintenu en lui cette capacité à se renouveler, à changer de sujet. Et ce qui me semble le plus émouvant et peut-être le plus significatif, et sans doute est-ce à cela que Nathanson pensait, à la toute fin de sa vie. Alors que les historiens d'art pensent que la qualité de sa peinture fléchit sous les effets de l'alcool, de la syphilis, il se renouvelle une dernière fois. Autour de 1897 et jusqu'en 1901, date de sa mort. L'exposition, plus que tout autre jusque-là, insiste sur ce dernier renouvellement. Notre dernière salle s'appelle « Quelle fin ?» point d'interrogation. Non pas parce que les commissaires ne savaient pas comment refermer le parcours, mais parce que lui-même, au dernier moment, tout en maintenant ce langage incisif, mordant des années 90, eh bien, invente autre chose. Les compositions sont plus massives, plus obscures, plus complexes aussi dans leur sens, plus loufoques aussi, plus ouvertes sur les racines classiques qui étaient les siennes, parce que évidemment Lautrec est un homme qui connaît son Louvre, qui adore Gréco, qui adore la peinture italienne, et à la fin il se donne le luxe de tout avouer. Et il me semble que c'est propre à d'abord aux grands artistes, mais surtout à la personnalité même de Lautrec. Vous pensiez m'avoir enfermé dans mes affiches du Moulin Rouge, dans mes prostituées, dans mes cavaliers, bien non. Je vais peindre autre chose, des vélos, des automobiles, des pêcheurs, mon ami Vio sous l'apparence d'un amiral anglais du XVIIIe siècle. Donc la fantaisie, le plaisir,
la souveraineté du plaisir l'emporte jusqu'au bout sur toute autre considération.